Voilà. Donc, par rapport au module 2, j'espère que vous comprendrez. Désolé. La grippe nous envahit tous. Je ne vais pas me tenir loin, suffisamment loin de vous pour que vous ne l'ayez pas vous-même. Alors donc, ce module 2, juste pour rappel, il est centré sur pouvoir commencer à définir comment survient, comment modéliser un changement. Donc, un des éléments clés du module 2, c'est ce qu'on appelle la théorie du changement. Alors, pour arriver à cette théorie de changement, il y a toute une série d'étapes, mais il y a des raisons à construire cette théorie de changement. Il y a un pourquoi, à quoi ça sert finalement de faire une théorie de changement. Et pour ce faire, on vous explique quand même deux concepts qui sont tout à fait clés, qui sont le concept de gouvernance, en parlant de différentes formes de gouvernance, et le concept de système, qui est réexpliqué en insistant plus sur le concept de système complexe adaptatif. Alors peut-être ce qu'on ferait dans un premier temps, c'est s'arrêter sur ces deux concepts-là, gouvernance et système complexe adaptatif, même si pour certains d'entre vous, ce n'est pas nécessairement nouveau. Je crois que ça vaut la peine qu'on se rappelle et qu'on soit sûr qu'on ait tous bien compris la même chose. Gouvernance, de quoi parle-t-on? De quels deux types de gouvernance parle-t-on dans le module 2? Vous souvenez-vous? Mon ambition, c'est de vous faire parler beaucoup, comme ça, je ne vais pas beaucoup parler. Oui. Alors, le principe des deux types de gouvernance, c'est le place-based governance et le group-based management. Dans ce qu'on pourrait donner une définition du gouvernance, c'est l'ensemble des acteurs qui ont une partie prenante par rapport à une problématique. On essaie de trouver des solutions ou des réponses à cette problématique. C'est ça. Et donc, le processus de gouvernance, c'est d'établir des règles. Et on va voir que normalement, dans les deux types de gouvernance, on va établir des règles, mais ces règles sont éventuellement différentes. Et les règles, elles doivent effectivement aider à un ensemble d'acteurs. Il y a un ensemble d'acteurs qui, la plupart du temps, sont jamais sous le contrôle d'un seul acteur. Donc, j'en serai un niveau d'indépendance. Un ensemble d'acteurs de faire des actions ensemble et de prendre une série de décisions. Et donc, les règles vont permettre, d'une certaine manière, d'organiser cette action collective et d'organiser la prise de décision. Par exemple, on pourrait très clairement parler de gouvernance de la salle ici, du groupe ici. Et on va avoir une action collective qui est, on essaie de se mettre d'accord sur c'est quoi la gouvernance. Et pour arriver à cette action collective, je sais pas, je vois déjà au moins deux règles en tête, qui est qu'on a décidé qu'on se mettait en cercle pour pouvoir échanger facilement. Et qu'on essaie de ne pas parler plus qu'une personne à la fois, pour être sûr que chacun son temps, par exemple. Et donc les règles, c'est ce type de choses-là, en fait. C'est qu'est-ce qui va permettre d'organiser les choses. Ok. Alors on a parlé de deux types de gouvernance. Gouvernance plus type... je dis le terme, bonjour. Vous pouvez même venir vous mettre ici. Mais, oui. Bienvenue. Là. Donc, ce qu'on appelle en anglais le New Public Management,
où la gouvernance type nouvelle gestion publique, j'arrive plus à trouver le terme en français. Quelles sont les caractéristiques clés de ce type de gouvernance-là? Quels sont les éléments qu'on fait ressortir? Ce type de gouvernance, en fait, ce que j'ai compris, c'est un type où il n'y a pas un contrôle central qui suit jusqu'au niveau de l'exécution et où on laisse les gens agir et doivent maintenant rendre compte conformément aux actions qu'ils ont posées, à l'argent qu'on leur a donné pour investir. Ils vont venir faire un compte rendu maintenant et pour qu'on voit maintenant si ça suit l'objectif qui a été fixé par le niveau central. Moi, j'ai compris que c'est un peu plus d'autonomie à leur niveau pour réaliser les activités. C'est ça. Un des éléments clés, c'est définir des cibles, définir des objectifs, et les objectifs sont définis par le niveau central. Mais je crois aussi qu'un des caractéristiques, c'est qu'on considère que on peut prévoir si on peut atteindre ces cibles ou non. Et donc, pour pouvoir motiver les gens à atteindre ces cibles, on va mettre en place toute une série d'incitants. Et c'est dans ce contexte-là que pour pas mal d'entre vous, il y a ce que vous connaissez, qui est le PIF, donc le paiement basé sur la performance. Ça, c'est typiquement une modalité qui fait partie du New Public Management. On a des cibles bien précises, on considère que les gens vont être capables d'atteindre ces cibles-là, et on lie des incitants à l'atteinte de ces cibles-là. Et effectivement, ce type de management fonctionne bien pour les situations, comme on l'a vu, qui sont plutôt quoi? Plutôt simples, plutôt compliquées. Dans des situations, on peut normalement prévoir ce qui va se passer, comment les choses vont se passer. Ce qui, heureusement ou malheureusement, n'est pas le cas des systèmes de soins de santé. Alors, pour déjà faire le lien avec, une méthodologie qui était souvent utilisée et qui pourrait être utile dans le New Public Management, quel est le type de méthodologie qui n'est pas la théorie de changement, mais qui est justement cette autre approche qui a été beaucoup utilisée, qui serait utile pour le New Public Management? C'est le cadre logique. Hein. Vous connaissez tous le cadre logique. Donc, le cadre logique, c'est une méthodologie de planification de projet qui, en fait, dans sa version originale, a été quand même pas mal critiquée parce que elle mettait très fort en avant une logique de raisonnement très linéaire, où on commence avec une série d'actions qui doivent permettre d'atteindre des résultats attendus, qui eux-mêmes doivent permettre d'atteindre un objectif attendu, et on lie un budget à la mise en œuvre de ces actions. Il y a vraiment de la plasticité. Donc le cadre logique est aussi quelque chose, peut-être pas tellement en Belgique, mais dans le domaine de l'aide internationale qui a été beaucoup utilisée, d'une certaine manière aussi pour bien contrôler l'utilisation des budgets. Parce qu'on définit un cadre au départ, on définit un plan au départ, et puis ça permet vous pouvez passer par là, mais faites juste attention au fil, vous devez sauter au-dessus, vous pouvez passer ici. Merci, les excuses. Hein. Voilà, il n'y a pas de quoi. Donc, le cadre logique a quand même été utilisé par des personnes qui étaient responsables de monitorer l'évolution de l'utilisation du budget. Il a été utilisé par ces personnes pour pouvoir
s'assurer que le budget est utilisé pour les choses telles qu'elles avaient été planifiées. Donc le cadre logique a souvent été aussi utilisé dans cette logique où je peux planifier les choses et je peux prévoir comment les choses vont se faire. Oui. Est-ce que c'est un cadre qu'on peut retrouver facilement dans les environnements? Oui, mais même les hôpitaux, aujourd'hui on reconnaît que les hôpitaux sont beaucoup plus hiérarchisés que d'autres, que des réseaux de soins ambulatoires, ça c'est sûr. Il y a une hiérarchie beaucoup plus forte. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde reconnaît que même à l'intérieur des hôpitaux, beaucoup d'acteurs jouissent d'une relativement grande liberté qui font qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nécessairement prévisibles. Mais à l'intérieur de certains processus, oui. Certains processus, comme par exemple, je crois, l'organisation typiquement de salle d'opération, oui, il y a des choses, on peut vraiment très bien planifier les choses. Effectivement, cette logique du cadre logique. La semaine dernière, on avait parlé de genre de catastrophes naturelles et d'environnement chaotique. Vous avez par exemple annoncé si on avait une catastrophe naturelle, on devait agir sur des outils très précis avec une fréquence très petite, parce qu'un cadre logique, ça peut pas. Comment est-ce que c'est utilisé? Alors, c'est utilisé, ou ça a été utilisé pour justement planifier et pour faire des demandes de budget, des demandes de financement. Et donc, pour par la suite constituer un outil permettant à celui qui apporte le financement de vérifier que l'argent est bien utilisé. Donc, dans le cadre, effectivement, typiquement dans les catastrophes naturelles, on vient parfois avec des cadres logiques peut-être moins compliqués, moins élaborés que le type de projet. Donc, on est dans dans ce module, on remet très fort en question le cadre logique, pour ceux qui connaissent le cadre logique. On remet très très fort en question le cadre logique et on vient avec une nouvelle approche, avec une autre approche qui est plus en lien avec un deuxième type de gouvernance, qui est effectivement la gouvernance centrée sur une situation. En anglais, place-based governance. Est-ce que certains parmi vous peuvent expliquer comment ils ont compris la gouvernance centrée sur une situation? C'est déjà une collectivité qui analyse la situation. On part d'une analyse, en fait, et ainsi on acquiert des connaissances sur la situation, et là-dessus, il va prendre des décisions. Mais les décisions sont basées sur des hypothèses, et donc au fur et à mesure qu'elles vont être implantées, le système va évoluer, et il va falloir adapter les décisions continuellement. Et donc, on repart avec une nouvelle analyse de la situation. C'est un cercle. Donc, effectivement, vous avez sorti deux choses qui, je crois, sont importantes. Vous avez parlé de collectivité. En fait, on va être intéressé par ce type de gouvernance quand on est face à une situation dont on ne contrôle pas nécessairement l'évolution dans le temps. On n'est pas sûr de comment les choses vont évoluer dans le temps. Et comprendre cette situation n'est pas si évident que ça. Et donc, il y a deux choses que vous avez dit qui vont certainement, qui sont des éléments clés, je crois, dans une gouvernance centrée sur une situation. C'est l'aspect que moi j'appelle participatif. Donc, c'est de s'assurer que l'ensemble des acteurs de la situation soient impliqués dans la gouvernance. Ça, c'est un. Et deux, la gouvernance est basée sur non pas le contrôle de l'atteinte de cibles comme dans l'autre type de gouvernance, mais beaucoup plus dans l'apprentissage. Vous avez parlé de la connaissance, et donc effectivement, une chose essentielle, c'est qu'on cherche à apprendre avec l'hypothèse que au plus on va apprendre sur la situation, au mieux on va être capable d'agir sur cette même situation. Et donc, la troisième chose que vous avez dite aussi, c'est, vous avez parlé du cycle PDSA ou du cycle PDCA, comme la roue de dynamique que beaucoup d'entre vous connaissent, donc effectivement, qui est typiquement ce type d'approche qui sera suivi dans une gouvernance centrée sur une situation. Et ce qui va faire tourner la roue, c'est vraiment ma capacité de comprendre et de mieux appréhender cette situation.
Donc, quand on parle de ce deuxième type de gouvernance, on parle d'un type de gouvernance qui, je crois, existe assez peu aujourd'hui. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très développé. Vous avez, par hasard, des exemples de contextes dans lesquels vous connaissez un mode de gouvernance, type gouvernance, centré sur une situation? Je me suis demandé si les projets santé mentale ne sont pas basés sur un type de gouvernance comme ça. Quand on a décidé que les patients psychiatriques allaient vivre dans la communauté, quitter les hôpitaux, et que les communautés ont dû proposer des projets, et que maintenant ils sont c'est une histoire qui évolue tout le temps. Donc voilà, c'est quelque chose que je ne connaissais pas bien, mais à cause de mon sujet, justement, j'ai dû m'y intéresser. Je me demande si ce n'est pas quelque chose comme ça. De l'extérieur, ça ne paraît pas simple à comprendre, donc ça pourrait bien être ça. De la manière dont vous le racontez, ça pourrait être. Je ne connais pas bien non plus la manière dont sont gouvernés des projets 107, mais certainement des projets 107 pourraient très bien se prêter à ce type de gouvernance. On est certainement d'accord, on est face à des projets qui sont a priori très innovants, des projets dans lesquels la situation dans laquelle les choses se passent, ben c'est capital évidemment. Des projets dont on ne sait pas très bien prévoir quel va être, vers quoi ils vont aller, quel type de résultats ils vont atteindre. Oui. Pareil, je ne connais absolument pas, mais j'ai réalisé notre stage sur un profil dans la maison de santé. En prenant contact avec la maison de santé, on a découvert que tout fonctionnement en assemblée générale, avec les patients, avec l'équipe de soins, toutes les grandes décisions comme ça que des extérieurs, au sein de cette assemblée générale, tout le monde avait son mot à dire. C'est la particularité de cette maison médicale, c'est qu'elle a été montée par des patients qui ont eu une problématique dans le quartier, des problématiques, ils ont dit on va prendre en charge, on va créer cette maison médicale, on va chercher le médecin, on va chercher le kiné, on va rassembler ces personnes-là pour fonctionner ensemble. Okay. Donc, là, vous dites l'aspect participatif. L'autre aspect qu'il faudrait voir, effectivement, mais c'est vrai que ça devrait être typiquement aussi une structure où ce type de gouvernance fonctionne, c'est la capacité de s'adapter en apprenant, en fait. Plus j'apprends sur la manière de fonctionner de ma maison médicale, au plus je suis capable d'agir de manière efficace pour améliorer le fonctionnement de la maison médicale. En fait. C'est ça le principe. Mais pour pouvoir apprendre, j'ai besoin que tout le monde participe, en fait. J'ai besoin d'avoir les vues, la manière de voir dans la maison médicale des différentes personnes qui y sont impliquées, parce que je sais qu'il n'y a pas une seule manière de voir la maison médicale. Okay. Et en fait, ce type de gouvernance, pour moi, est quelque chose de tout à fait clé dans l'approche systémique, parce qu'en fait, l'approche systémique, ce type de gouvernance utilise l'approche systémique et les outils ou les choses qu'on voit ensemble dans ce cours sur l'approche systémique sont des choses qui sont utiles à développer une gouvernance centrée sur une situation. Et ce type de gouvernance centrée sur une situation est a priori, je crois, plus difficile à mettre en place qu'une gouvernance type New Public Management. Plus difficile à mettre en place, mais probablement beaucoup plus pertinente et beaucoup plus efficace si on est dans des situations complexes. Bonjour. Il y a encore une place. Bien. OK pour les deux types de gouvernance. Je vais peut-être mettre quelque chose, parce que je crois que je devrais donner cette possibilité. Juste pour les quelques personnes qui regardent, enfin qui écoutent de loin, si elles veulent poser des questions, elles peuvent poser des questions en allant sur ce qui est marqué converser, pardon. Converser.
converser et donc elles peuvent mettre ou elles peuvent mettre des commentaires sur la droite. Et avant que je l'oublie aussi, on n'a pas respecté le RGPD la semaine passée parce qu'on a mis la vidéo de la semaine passée sur YouTube sans vous demander votre consentement. Ça ne vous embête pas qu'on mette ces vidéos sur YouTube. Vous savez, un certain d'entre vous. Non, celle-ci. Parce que pour ceux qui ne sont pas européens, il y a une nouvelle loi en Europe qui s'appelle je crois que c'est RGPD, qui essaie de protéger vraiment la vie privée du citoyen, et notamment protéger les données du citoyen par rapport à leur utilisation frauduleuse ou une utilisation que le citoyen ne voudrait pas qu'on en fasse. Bien. Gouvernance. Alors, ce type de gouvernance, centrée sur une situation, est avant tout utile quand on est dans des situations qui sont des situations qu'on peut décrire comme des systèmes, mais pas comme n'importe quel système, mais comme des systèmes complexes, adaptatifs. Est-ce que vous pouvez décrire quels sont les éléments clés d'un système complexe adaptatif? En fait, un système complexe adaptatif, on le décrit par ses caractéristiques et par son comportement. Est-ce que vous avez en tête des choses clés du système complexe adaptatif? Oui. Plus construction des invariants d'échelle. C'est-à-dire qu'il y a des structures plus ou moins importantes les unes que les autres, mais au niveau des connexions qui ne bougent pas. On sait que si on a un impact dessus, on va pouvoir modifier le système pour le faire orienter vers une direction je sais si et puis les causalités non linéaires, circulaires. Le premier invariant d'échelle, c'est un type de réseau, en fait. Donc, effectivement, comprendre les dynamiques de réseau, quelque chose de très utile dans la compréhension de la dynamique d'un système complexe adaptatif. Vous l'avez très très bien expliqué déjà, Marie-Michel. Et les boucles de rétroaction, ça, je crois que c'est quelque chose qu'on connaît beaucoup, enfin qu'on comprend beaucoup plus, où effectivement, ce qui est le résultat peut devenir en fait la cause de ce qui était la cause, de dire les choses de manière compliquée. Et donc on a une boucle de rétroaction. Donc effectivement, ça c'est deux choses, deux caractéristiques qui vont influencer le comportement du système. Il y a une troisième caractéristique qui est la dépendance du chemin. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi la dépendance du chemin? C'est que même si on part imaginons un même système qui a donc un seul point de départ, et selon le contexte, on n'arrivera jamais à un système B identique. Donc, Ça, c'est pas clair du tout. Mais c'est juste, effectivement, enfin, je vais répéter ce que vous avez dit en n'étant pas plus clair non plus. Donc en fait, effectivement, ce n'est pas, il n'y en a pas beaucoup qui est ingénieur, qui sont ingénieurs. Parce que pour moi, j'ai deux frères qui sont ingénieurs. Et donc, l'ingénieur, c'est in et c'est out. Donc, in, out, donc j'ai quelque chose que je mets et j'aurai une sortie. Et je n'ai pas besoin de comprendre la boîte noire qui est au centre parce que chaque fois que je mettrai un in, j'aurai chaque fois le même out. En fait, je peux prévoir le out. La dépendance du chemin, c'est on peut tous avoir le moins point de départ, mais parce que on va suivre différents chemins, différentes étapes,
et que ces étapes sont différentes pour chacun d'entre nous, on peut tous arriver à des résultats différents. J'ai donné beaucoup d'exemples. Bon, enfin, la vie n'est pas un bon exemple, mais c'est presque un bon exemple. On est tous, mais on n'est pas tous égaux, ceci dit. Mais normalement, vous commencez tous ce cours d'approche systémique au même moment. Et de par la manière dont vous allez vous intéresser, capter, comprendre, faire des choses supplémentaires ou non, interpréter ce qui est dit dans différents modules, mais en fait, progressivement, vous allez avoir une évolution qui sera différente pour chacun d'entre vous. En gros, pour faire très simple, comprendre l'historique d'un système complexe adaptatif est quelque chose de très important. Ça me permet de beaucoup mieux comprendre sa dynamique. J'ai besoin de comprendre l'historique de où on vient. Donc on a parlé de boucle de rétroaction, réseau invariant d'échelle, de dépendance du chemin. Je ne sais plus si on le dit, mais bon, au moins. Ah oui, coévolution avec le contexte. Donc un système influence son contexte, le contexte influence le système humain. Et donc ça va avoir des conséquences sur la manière dont le système va évoluer et dont le système va se comporter. Il y a deux choses qui sont importantes pour ce type de système-ci. Il y a encore une place ici, si vous voulez. Qui est d'une part ce type de système étant resté toujours en équilibre. Donc c'est très difficile à changer un équilibre établi de ce type de système-là. Vous pouvez même passer par ici. Ah. Donc, tant rester dans un équilibre, donc on voudrait changer le système, parfois on n'arrive pas à le changer. Ça, c'est une chose. D'autre part, quand il y a des changements qui surviennent, les changements sont souvent relativement imprévisibles dans ce type de système. Donc, on a souvent ce qu'on appelle des phases de transition. Donc, une phase de transition, c'est vous passez d'une situation d'équilibre à une autre situation d'équilibre. Et peut-être la troisième chose importante aussi, ce qu'on appelle les ordres émergents. C'est très lié aussi au type d'équilibre dont on parlait. Donc, l'équilibre du système est lié à un certain ordre, une certaine manière de fonctionner du système. Et quand vous avez une phase de transition, vous passez d'un ordre à un autre ordre qui n'est pas un ordre qui est défini par quelqu'un, mais qui émerge de votre système. Très théorique tout ça. Et donc, comme je l'ai déjà dit, je crois à certains d'entre vous, et je l'avais fait l'année passée avec un groupe, un équilibre que je ne sais pas changer, mais qui est en fait un ordre que j'ai créé. C'est par exemple demander aux étudiants de s'expliquer l'un à l'autre quel est leur sujet de mémoire, quel est leur sujet de TFE. Et je leur demande d'expliquer l'un à l'autre pendant 2 minutes maximum. Et puis après 2 minutes, moi j'essaie d'arrêter cette explication, je n'arrive pas à l'arrêter. Donc j'ai créé un nouvel ordre. Le nouvel ordre, c'est que chacun des étudiants se parle et s'explique l'un à l'autre. Vous pouvez faire l'exercice, je suis sûr que ça va se passer de la même manière. Bon, je ne vais pas le faire maintenant. Donc, l'ordre, c'est que chaque étudiant se parle. Il y a un nouvel équilibre, et cet équilibre, je n'arrive plus à le changer, parce que quand je demande aux étudiants d'arrêter de se parler, ils n'arrêtent pas, en fait, ils continuent à se parler. Et donc, c'est très très compliqué, une fois que j'ai créé ce nouvel ordre. Donc, ce qui est important avec un système complexe adaptatif, c'est qu'effectivement, je vais de nouveau beaucoup plus essayer de comprendre sa dynamique plutôt que de prévoir comment il va évoluer dans le temps. Je ne peux pas prévoir, je peux juste comprendre. Ok.
Alors, ça c'est le blabla théorique. Hein. Le blabla théorique, c'est deux types de gouvernance. Un type de gouvernance qui m'intéresse vraiment, qui est la gouvernance centrée sur une situation. Gouvernance centrée sur une situation, elle est particulièrement utile pour les situations qui s'analysent comme des systèmes complexes adaptatifs. Pour pouvoir supporter, appuyer une gouvernance centrée sur une situation, j'ai besoin de méthodes, de méthodologies qui me permettent, d'une certaine manière, d'accompagner ou de comprendre comment le changement s'opère. Et pour comprendre comment le changement s'opère, on utilise justement ce qu'on appelle cette théorie de changement. Alors pour créer la théorie de changement, on vous a proposé, et j'ai juste repris deux slides ici, deux choses que on vous a proposé, comme cela se passe beaucoup dans l'approche systémique, d'utiliser une approche narrative, racontée. Et donc, d'abord, de raconter une histoire d'un changement. Mais raconter une histoire d'un changement, ce n'est pas n'importe quelle histoire, mais c'est une histoire où on vous a proposé d'identifier certains éléments clés dans cette histoire. Je vous rappelle ces éléments clés pour vous en souvenir. Donc, hein, on est parti d'abord, la fois passée, d'une situation problématique. Donc, on a défini, on a analysé une situation qu'on a définie, on a analysé sous forme d'un système. On a dit qu'elle était problématique. Dans notre cas, on s'intéresse au processus de soins. On a dit qu'elle était problématique parce que le processus de soins ne se passait pas tout à fait comme on le voudrait. Cette situation problématique, on a insisté sur le fait que dans l'exercice qu'on vous demande de faire, vous racontez l'histoire d'un patient. Mais ce n'est pas l'histoire du patient spécifique qui nous intéresse, mais c'est la situation plus générale qui est illustrée par cette histoire du patient qui nous intéresse. Ça, c'est les choses qu'on défend. Premier élément. Ça, c'est un. Deux, décrire une situation espérée. Finalement, vers où on voudrait aller, qu'est-ce qu'on voudrait à la fin. Trois, décrire les dynamiques de changement qui sont spontanées, qui ne dépendent pas du tout de nous. Et puis, dernièrement, nous-mêmes, planifier, le terme planifier n'est peut-être pas le terme correct, faire des hypothèses, pardon, faire des hypothèses par rapport à ce qui pourrait amener un changement. Donc, il y a toute l'histoire qui a été écrite, qui ne nous a pas été lue, mais dans le module, toute l'histoire qui nous a été écrite, qui normalement respecte ces différents éléments. Ensuite, sur base de cette histoire-là, vous pouvez commencer à imaginer vous-même une théorie de changement. Et dans cette théorie de changement, on vous a indiqué d'identifier des enjeux, des ressources, des objectifs. Et en fait, les enjeux sont en lien avec les objectifs. Des actions spontanées, des choses qui vont se passer, que vous soyez là, que vous ne soyez pas là. Des actions que vous pouvez faire plus spécifiquement par rapport aux soins. On a parlé de trajectoire de soins, mais ce n'est pas nécessairement toujours des trajectoires de soins. Et puis alors d'autres actions qu'on pourra mettre en œuvre en termes de gouvernance. Alors on vous a présenté une théorie de changement possible et j'ai vu 2-3 personnes ont mis des commentaires que j'ai trouvé très intéressants, ceci dit, parce qu'il y a deux choses, peut-être avant d'aller aux commentaires des autres personnes, on pouvait avoir quelques-uns de vos réflexions, si vous avez des réflexions par rapport à cette théorie de changement qui est expliquée, qui est présentée dans le module 2, particulièrement aussi
si vous avez des réflexions par rapport à quelque chose qui manque dans la théorie du changement, qui est des éléments de contexte. Donc, dans la théorie du changement qui vous est présentée, c'est assez artificiel parce que ça ne met pas cette théorie de changement dans un contexte spécifique. Or, une théorie de changement, par définition, doit être ancrée dans une réalité. J'espère que je vais tenir que ma voix le coup. Doit être ancrée dans une réalité bien précise. Comme je vois que j'ai mal posé ma question, je vais peut-être avancer plus loin et rebondir sur quelques commentaires qui ont été faits dans le MOOC que je trouvais intéressants. Premier élément, il y a eu une personne qui a d'une certaine manière critiqué la logique qui était suivie dans cette théorie de changement. Ah. Charlotte. Ah, d'accord. Donc, qui a critiqué la logique qui sous-tendait cette théorie de changement. Et en gros, je vais interpréter ce qu'elle a dit. Je crois que j'ai imprimé ici. Elle dit, dans votre modèle, donc dans votre... est-ce qu'un tel modèle ne risque pas de laisser pour compte les femmes isolées? Parce qu'en fait, le modèle tel que je le propose promeut effectivement, voudrait renforcer la solidarité qui existe au niveau, au niveau du domicile, au niveau du quartier, là où habitent les gens. Et donc ça, c'est un des premiers points qui me paraît capital, parce que ce commentaire, je suis d'accord avec la question, parce que cette question sous-entend une réponse, évidemment. Mais une des choses qui est capitale à une bonne théorie de changement, c'est qu'en fait, elle soit un outil de partage et un outil de discussion. Donc, ce que nous, on fait, on élabore une théorie de changement d'une manière relativement artificielle, dans la mesure où c'est quelque chose qu'on fait tout seul, devant un bureau. Et normalement, une bonne théorie de changement, ça doit être conçue avec l'ensemble des acteurs qui font partie de la situation qui nous intéresse, évidemment. Et donc ici, typiquement, sur base du commentaire qui est fait, et des commentaires qui viennent avant, il me paraîtrait essentiel de modifier alors la théorie de changement ou de la dire différemment pour s'assurer que, effectivement, la manière dont on voit les choses, ce n'est pas transférer la responsabilité de la prise en charge de personnes qui sont plutôt défavorisées de l'hôpital de la communauté, mais c'est autre chose que ça. Donc, première chose, une théorie de changement doit être partagée. Première chose, une théorie de changement peut être interprétée de manière très très différente suivant qu'on se trouve avec différents acteurs qui vont interpréter. Deuxième chose, le contexte. Il y avait un exercice qui demandait de rajouter des éléments du contexte qui nous sembleraient pertinents. Et donc, il y a eu de nouveau aussi quelques commentaires par rapport à ça. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport au contexte, par rapport à ce qui vous était demandé de rajouter éventuellement sur le contexte? Donc, dans votre théorie de changement, pour le moment, il n'y a pas de contexte. Dans la théorie de changement que moi j'ai fait, pardon, il n'y a pas de contexte. Premièrement, il y en a qui. Ça, tu me dis quelque chose. Moi, je trouve que le contexte serait plutôt lié au texte qui a tout un système de politique qui a établi. Et à chaque fois, surtout en Afrique, on voit que les politiciens ont toujours un mot à dire sur la manière d'organiser le système ou la manière d'organiser les soins de santé.
Et moi, je pense qu'il faut vraiment ressortir les faits des avis de ceux qui gouvernent. On peut très très bien établir sa théorie des changements, mais elle sera chamboulée par après parce qu'on n'a pas pris en compte leurs avis. Moi, je pense que le politique emploie assez souvent de théories. Le changement. Et donc, en lien avec ça, il y en a 2-3 qui ont discuté autour de l'intérêt d'utiliser les déterminants de la santé pour pouvoir décrire le contexte. Enfin, je suis d'accord, alors que le contexte, effectivement, c'est ce qui est intéressant de décrire dans le contexte, c'est ce qui va, in fine, ce qui pourrait influencer le changement, qui fait partie du contexte. Qu'est-ce que vous pensez de l'histoire des déterminants de la santé? Est-ce que ça a du sens d'utiliser le cadre conceptuel des déterminants de la santé pour pouvoir identifier des éléments clés du contexte à inclure dans la théorie de changement? Oui. Oui, c'est important. Parce qu'avec le modèle CSH, du point de vue déterminant intermédiaire, ou bien déterminant du contexte socio-politique économique, c'est très important parce que là, nous trouvons des griefs, des problèmes qui concernent même la population ou bien même l'individu. Et lorsqu'on le prend, on l'associe. Du coup, la communauté ou bien les personnes qui se sont intéressées et ils s'intègrent à la théorie que nous proposons. Et même au niveau politique, c'est aussi une opportunité pour eux, s'ils veulent peut-être se réélu ou bien prononcer leur mandat. Oui, oui. Je pensais le cadre aussi pour modéliser un petit peu d'une manière compréhensible l'environnement, car l'environnement est extrêmement très complexe, avec de multiples facteurs. Mais au moins, si on a un cadre plus ou moins où on peut identifier certains facteurs de concept, comme je ne sais pas, on imagine un village et on veut connecter ce village par rapport à une nouvelle forme, on se rend compte qu'en fait, dans la structure et l'organisation du village, toutes les routes sont en très mauvais état. Au lieu de prendre 5 minutes pour aller d'une maison à l'autre, on en prend une. Justement, en compensant avec le déterminant, au niveau structurel, l'organisation environnementale, je peux dire, voilà, problème de route, problème de réseau de transport, c'est une difficulté à prendre en compte. Partir du plus proche du patient dans l'organisation publique et de partir de plus en plus grand. Simplement pour réfléchir, comment l'intégrer par rapport à la théorie du changement, je ne sais pas, comment raccorder ça, je ne sais pas, mais simplement pour projeter, modéliser, avoir une image plus ou moins du contexte dans lequel on va agir. De manière assez simpliste et aussi assez capable d'être comprise relativement facilement par un interlocuteur. Moi, ce que je crois qui est important, je comprends ce que vous voulez dire maintenant, mais ce que je crois qui est important, c'est un peu ce que vous avez dit aussi indirectement. De nouveau, je vais inclure des éléments du contexte qui peuvent avoir une influence importante sur la manière dont le changement va survenir ou pas. Donc, par exemple, notre histoire de politique qui veut réduire le séjour hospitalier en postpartum, avec tout ce qui est proposé au niveau communautaire, mais il y a des éléments du contexte qui vont compter, évidemment. Je ne sais pas moi, donc les éléments du contexte, c'est par exemple les autres réformes qui sont en cours au niveau du financement des hôpitaux. Ça peut être par exemple aussi, quand je travaille dans un domaine précis, c'est le niveau socio-économique des quartiers dans lesquels on se trouve, les dynamiques qui existent dans les quartiers dans lesquels on se trouve. Et donc je ne suis pas sûr qu'on utilisera toujours la grille de lecture des déterminants sociaux de la santé. Ça peut être une grille, mais comme l'a dit le collègue, on va pas dire si on met le politique dans les déterminants sociaux de la santé, alors oui. Alors, si on met tout dans les déterminants sociaux de la santé, alors évidemment, on peut l'utiliser comme grille. Mais si on prend les déterminants sociaux de la santé au sens assez strict, ça peut être une bonne grille, mais ce n'est pas la seule grille en tout cas. On devrait peut-être alors s'accorder sur une grille de déterminants sociaux quand on en parle. Mais moi, je suis un peu. Moi, j'ai lu une personne qui a parlé
manière très extensive, c'est quoi la détermination sur la santé? Non, en fait, moi j'ai proposé ceux du Canada parce que. Oui, c'est vous, c'est ça. Oui, parce que justement, quand vous dites qu'ils englobent tout finalement. C'est ce que j'avais l'impression quand je vous lisais, mais je disais, oui, bah, donc, ok. les déterminants progressent, par exemple. Oui. Progresse, je ne sais pas si vous connaissez les déterminants progressent. Expliquez. Les inégalités sociales sont Progresse, c'est. Les stratificateurs. Comment? Les stratificateurs. Les stratificateurs. Oui. Ah oui. Social, Et quoi, c'est pas la même chose que. Place of residence, je sais pas. Oui, c'est ça, oui. Ethnicity, race, tout ça. Oui, c'est ça. Oui, Oui, c'est c'est ça. ça. Oui, c'est ça. Ouais, ce sont des stratificateurs. Enfin, du moins, c'est ce que l'information qui nous a été transmise. Peut-être que je confonds. Ou alors, c'est la même chose. Non, on est. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Donc, puisque vous dites qu'il y a déterminants sociaux et déterminants sociaux, desquels parle-t-on? Parce que quand j'ai lu votre texte, effectivement, moi, c'est tout, quoi, alors. Ah oui, mais moi, là, c'est ma référence à Ok. moi, mais donc peut-être que ceux qui disent on pourrait utiliser le cadre ont la même référence. Oui. Peut-être qu'il y en a qui ont une référence restreinte, mais je Oui. n'en connais pas d'autres. Oui. Et moi, j'ai pas besoin, à la limite, j'ai pas besoin d'être terminal sur la santé pour définir des éléments du contexte qui comptent. Je réfléchirais de manière. Mais ceci dit, peut-être ça vous embête qu'il n'y ait pas d'éléments clés comme dans le contexte, mais pour moi, ce qui compte, c'est d'identifier ce qui compte vraiment dans le changement, quoi. Donc, ça va être très différent du type de changement auquel je m'intéresse à un autre type de changement auquel je m'intéresse. Mais ceci étant dit, oui, enfin, la manière dont j'interagis avec mon environnement, mon réseau social autour de moi, le quartier dans lequel je vis, la structure plus globale de la société dans laquelle je vis. Là-dedans, on va toujours trouver des éléments de contexte qui vont jouer un rôle, bien sûr, pour le changement. Mais spontanément, je n'avais pas pensé de prendre les déterminants sociaux de la santé pour identifier des éléments de contexte. Mais ça ne m'embête pas. Oui. C'est vrai que c'est tellement plein de cas d'analyse. Moi, ce qui me dit, en fait, c'est que par rapport à la théorie du changement, j'avais l'image qu'on a un système qu'on appelle niveau micro, niveau méso et niveau macro. Et dans chaque niveau, je me suis dit quels vont être les éléments du contexte. Et justement, en pensant bêtement ça, parce que c'est vrai que des fois, c'est organisé dans la même dimension, donc on parle de l'individu, on parle du social, et puis après, un peu grossièrement, dans la tête, j'ai transposé les deux choses. Je me dis, est-ce que ça pourrait marcher? Ok, c'est une grande question. Moi, ça me permettait de réfléchir. Là, on réfléchit au niveau des deux. Il y a les institutions, il y a l'organisation structurale, c'est pas du quartier, etc. Par contre, vous verrez, enfin, on est déjà dans ces discussions-là, mais dans le prochain module, on va vous parler de. Enfin, une théorie de changement, c'est une théorie qui est très ancrée dans une réalité bien précise. Et bien sûr, vous avez d'autres théories qui sont des théories à beaucoup plus large portée. Et vous avez des théories qui sont à très large portée, des déterminants sociaux de la santé, c'est à très large portée. Et ça concerne qu'est-ce qui fait qu'on a une bonne santé ou une mauvaise santé. Mais vous avez d'autres théories à plus large portée aussi, qui concernent qu'est-ce qui fait qu'un changement survienne ou non dans un hôpital. Ou qu'est-ce qui fait qu'un changement survienne ou non dans un réseau d'organisation. Donc, on va parler un peu plus loin de ces deux types de théories. Je ne sais pas si c'est utile, mais moi j'aurais plutôt pensé, a priori, je vais chercher des théories dites à plus large portée, donc que je peux appliquer à plein d'endroits différents, qui sont des théories qui s'intéressent à qu'est-ce qui fait qu'un changement survienne ou non. Et de nouveau, les termes de la santé, c'est pas pour moi, a priori, dans ma tête, c'est pas une théorie qui me permet d'expliquer pourquoi un changement survient ou non. Et donc, ça va, c'est le mot pourquoi pas, mais c'est pas spontanément ça que j'aurais pensé. Ok. Alors, une autre question toujours par rapport au contexte, mais ça, c'est une question éternelle, mais je crois que c'est toujours important de se la poser, c'est évidemment qu'est-ce qu'on met dans le contexte, qu'est-ce qu'on met dans le système. Et donc, je ne sais pas si suffisamment clair dans le cours, mais c'est clair qu'on fasse. Les
évident pour moi que le système, c'est une manière de voir une situation, et le système, il a des limites qui sont des limites que celui qui définit le système définit. Ce sont des limites subjectives, d'une certaine manière. Vous pouvez définir le système par rapport, vous pouvez définir un système pour présenter une situation, pour analyser une situation. Je peux définir un autre système pour présenter la même situation, et je peux avoir deux systèmes avec des limites différentes. Vous pouvez mettre dans votre système des choses que moi je mets dans le contexte, ou vice-versa. Mais a priori, c'est vrai que c'est quelque chose qui vaudrait la peine éventuellement de rajouter un petit commentaire dans le MOOC par rapport à ça. En tout cas, il y a une méthodologie qui n'est pas l'approche systémique, mais qui est en lien, qui s'appelle, j'ai oublié, qui est développé par des Canadiens, où effectivement, où on met à l'intérieur du système toutes les choses avec lesquelles j'ai un contact de près ou de loin. On ne va pas dire des choses que je peux contrôler, mais des choses que je peux appréhender. Et on va mettre dans le contexte des choses qui sont éloignées de moi, sur lesquelles j'ai vraiment aucun contact, vraiment aucune interaction possible, en fait. Aucune influence possible. Ça, c'est une manière de voir les choses. De manière très pragmatique. J'ai oublié le nom de cette méthodologie. Elle me reviendra. Ok, donc, que mettons dans le contexte? On met dans le contexte des choses qui vont me permettre d'expliquer le changement, qui vont avoir une influence sur le changement. Qu'est-ce que je fais comme limite entre le contexte et le système? Ça reste assez sujet. Voilà. Je regarde. Oui, il y a aussi quelque chose. De nouveau, une personne qui disait ça, c'était aussi intéressant. Demande ça, c'est typiquement quelque chose qui, pour moi, qui va jouer dans le contexte. Donc, Florence, je ne sais pas si Florence est ici aujourd'hui, mais Florence qui posait la question de les concertations interdisciplinaires entre acteurs de première ligne. En fait, vous allez me répondre vous-même, d'accord? Je vous lis l'intitulé, et sur base de l'intitulé, comment vous réagirez par rapport à cette thématique du contexte et ce que je mets dans le système. Donc, elle se pose une question concernant les concertations interdisciplinaires entre acteurs de première ligne au domicile du patient. Avec des prestataires de soins qui travaillent au forfait, organiser ce genre de rencontre ne pose pas de difficulté. Mais si l'on veut que des prestataires de soins payés à l'acte puissent prendre part à de telles concertations, cela devient nettement plus compliqué. Et donc, d'où sa question, dans un modèle tel que celui-ci, quels moyens peuvent être envisagés pour encourager et motiver les prestataires de soins à dégager du temps, etc. Et donc, elle présente deux situations possibles, soit en Belgique, en fait, vous avez au niveau de la première ligne de soins, pour ceux qui ne sont pas belges, un système de paiement par personnes qui sont inscrites dans, dans une maison médicale. Et ça reste très minoritaire comme mode de paiement. C'est quelques pourcents des prestataires qui fonctionnent avec ça. Et l'autre système, c'est un paiement à l'acte. Donc, en fait, vous êtes payé en fonction du nombre d'actes que vous faites. Donc, si vous êtes payé en fonction du nombre d'actes que vous faites, quand vous faites une concertation, quand vous faites une réunion autour du patient au domicile, vous recevez un petit financement, mais vous perdez de l'argent par rapport à... Parce que c'est du temps que vous perdez pour faire d'autres actes qui rapportent plus potentiellement, en fait. Enfin, bref, de nouveau, je crois que je ne suis pas capable de bien poser ma question, mais ici, de nouveau, pour moi, ça c'est typiquement... c'est là que je mettrai des éléments de contexte, en fait. Donc, je me trouve dans un contexte où le paiement à l'acte est dominant, où je me trouve dans un contexte où le paiement forfaitaire est dominant. Donc, dans le contexte, le système de paiement que je m'impose. Donc, ça
c'est ce que je répondais à cette personne-ci, c'est que typiquement, c'est là que je dois tenir compte du contexte. Okay. D'autres commentaires? Dans le travail que vous demandez à la fin du Oui. module 2, vous demandez de comprendre dans les éléments de la théorie le contexte. Mais vous-même n'en avez pas donné d'exemple. Non, c'est pas bien. Donc, quoi, on peut jouer notre côté artistique, on invente. Mais on vient de parler des éléments Voilà comment est-ce qu'on le représente dans le schéma. Ça... Ah, il devrait être représenté effectivement. Très bonne question. Il y a un exemple d'une personne que nous connaissons déjà tous, qu'on pourrait regarder mal, mais auquel vous n'avez pas accès, parce que malheureusement, donc, les vidéos certificatives, vous ne pouvez pas, enfin, on ne peut pas les partager. Si on peut les partager, si vous êtes d'accord, on peut dire qu'on va toutes les partager sur un forum, mais pour le moment, naturellement, elles ne se partagent pas. Mais donc, en gros, moi, ce que je ferais, normalement, c'est comme ça que je proposais. Vous avez quelque chose comme vous avez les enjeux, vous avez les ressources, vous avez les objectifs sur le court terme et sur le plus long terme éventuellement. Vous avez les actions, normalement le contexte, on le met ici autour en fait. On va le mettre en lien avec des actions bien précises. On va pas le mettre au centre des actions, mais d'habitude on va le mettre en périphérie, mais au meilleur endroit possible par rapport aux actions qui vont être influencées par le contexte. Donc, ici c'est les actions, ici c'est le contexte. Oui. D'autres questions de clarification par rapport à une théorie de changement, ou sinon, vous êtes d'accord, Pierre, pour qu'on projette votre théorie de changement alors? Oui. Okay. Il y en a d'autres qui voudraient présenter une théorie de changement, par hasard, qui n'ont pas fait la semaine passée. Non. C'est vrai que c'est plus compliqué d'imaginer une théorie de changement comme ça. C'est vrai que ça prend du temps, probablement. C'est probablement une des parties les plus fouillées à faire du travail. J'ai commencé à travailler, mais je suis restée bloquée sur. Vous êtes resté bloqué sur quelque chose? Oui, sur des actions. Au début, j'étais vraiment. J'aurais pas à me lancer en fait. En fait, j'ai fait une trajectoire de soins, mais au tout début, j'ai vraiment. Donc, je te rends pas sur le coup, j'ai pas resté. Ok. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Hein. Enfin, c'est clair que ça n'est pas facile. Et ça n'est d'autant pas facile quand. C'est d'autant moins facile si on le fait tout seul. Si on le fait avec d'autres, normalement, ça va fonctionner mieux, ça va être plus facile. Et dans la situation, j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de prestataires, donc je ne sais pas si je peux inventer des prestataires ou si. Mais pour l'exercice ici, oui, vous pouvez inventer des prestataires si vous voulez ça peut être deux choses. Soit vous voulez vraiment se dire, ok, moi, j'aimerais bien construire
quelque chose qui puisse me servir par la suite, ben, je ne peux pas inventer des prestataires. Soit je fais un exercice, et alors effectivement, on peut inventer des prestataires. Dans la théorie de changement, de toute façon, on vise une sorte. Je veux dire, dans ce que vous avez proposé comme action, les prestataires font des choses qu'ils ne font pas d'habitude. Il y a une concertation qui se passe. Donc, quelque part, pour moi, deux prestataires isolés qui se réunissent, c'est presque une nouvelle ressource. Donc, on peut créer des. Oui. Oui, bien sûr. Oui. On peut créer un organisme. Ah oui, oui. Ah, non, d'accord, je comprends ce que vous voulez dire maintenant. Oui, c'est ça, on pourrait imaginer effectivement ma théorie de changement. Effectivement, sur base des ressources existantes, va créer une nouvelle structure, par exemple, qui va être un nouveau prestataire parce qu'il met ensemble d'autres des enfants. Oui, ben oui. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Maintenant, on va se poser la question, effectivement, comment on va le financer. Mais bon, une théorie de changement, dans la plupart des cas, c'est quelque chose qu'on fait quand on veut introduire un changement. Et quand on veut introduire un changement, la plupart des cas, on s'imagine bien qu'on aura besoin de ressources financières, de toute manière. Oui, à propos de ressources financières, donc les ressources que vous listez, dans un monde idéal, il n'y a que des acteurs. C'est le monde des bisounours. Ils travaillent tous c'est de leur cœur. Oui, oui, c'est vrai. On ne doit jamais lister des ressources autres que des acteurs. Si. Dans mon cas, j'ai listé uniquement des acteurs, mais c'est vrai qu'on aurait pu, et là d'habitude, on va lister, mais finalement, quelles sont les ressources potentielles qu'on a, même financières, d'un meilleur de fonds, ou si on met ensemble des choses entre différentes organisations, qu'est-ce que les différentes organisations sont prêtes à partager ensemble pour monter une nouvelle dynamique. Donc, bien sûr, moi j'ai mis juste que des acteurs, mais c'est insuffisant. Et donc, de nouveau aussi, par rapport à vos questions, une théorie de changement ne décrit qu'une partie de la réalité. Elle ne décrit pas toute la réalité. Donc, on fait automatiquement des choix. Et donc, toute théorie du changement est très critiquable. Et ma théorie du changement est très critiquable parce que je n'ai pas pu parler de ressources selon la distribution. Ok, ce que je propose, c'est qu'on regarde cette vidéo et qu'on en profite pour poser des questions supplémentaires. Je peux vous poser encore une question qui a rapport avec ça. La théorie de changement, je sais pas. Ah oui, pour le module 1, on avait créé notre situation en fonction de l'offre. Et vous aviez dit, cette situation-là, vous allez la faire évoluer. Ici, on pourrait dire que c'est une évolution, mais on a déjà envie de revoir la situation du module 1 pour qu'elle soit mieux applicable au module 2. C'est un peu ça que... Est-ce qu'on peut le faire dans ce sens-là? Oui, mais je pense bien, oui, parce que de toute façon, je ne suis pas sûr de tout comprendre ce que vous dites, mais je crois qu'a priori, quand je fais ma théorie de changement, je vais revisiter le premier schéma que j'ai fait initialement, c'est à tous les coups. Vous allez voir l'étape suivante, normalement, quand vous allez penser en termes de mécanisme, vous allez revisiter votre théorie de changement. Et normalement, quand vous allez penser une ébauche de modélisation centrée agent, vous allez revisiter votre théorie de changement. Donc en fait, normalement, c'est effectivement un travail itératif où on réadapte notre manière de voir la situation, en fait. Ce qui est logique dans une approche systémique, hein, c'est qu'on apprend à comprendre une situation et donc on change chaque fois notre manière de voir la situation. Mais pour l'exercice, à ce moment, il faut s'arrêter. Mais donc c'est normal si vous refaites votre système, effectivement.
Alors, vous avez une chambre bien. J'aime bien le toit de la chambre J'aime beaucoup aussi. avec les poutres, etc. C'est vraiment génial. C'est d'être chouette d'avoir une chambre comme ça. Ok. Alors, ça ne marche déjà pas. Ce qu'on va faire. On va voir si ça va marcher comme ça. Donc, est-ce que la semaine passée, excusez-moi, mais donc ça c'est très bien hein, justement de repartir de la situation problématique et de bien réexpliquer et partir de cette situation problématique pour identifier les enjeux. C'est très très utile. C'est une bonne pratique. C'est bien. Okay. Excusez-moi, juste un petit problème que j'ai oublié de faire quelque chose. De toute façon, il n'y a que Charlotte, donc ça n'a pas encore d'intérêt. Mais pour l'enregistrement, c'est être utile. Non, ça marche pas.
Des commentaires? Bon, on va. Bah, il y a quelque chose que vous avez dit à la fin qui est, on ne sait pas d'où va venir l'argent, quelque chose comme ça. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses aussi par rapport au changement qui est proposé ici qui pourraient vous poser question? Globalement, c'est bien, je trouve que c'est bien structuré, mais par exemple, que j'ai pas bien les réunions. Réunion quoi? Réunion. Il y a système d'information, il y a réunion. Sensibilisation. Ok. Qu'est-ce qui va faire que les réunions de sensibilisation, est-ce que ça va marcher à tous les coups, les réunions de sensibilisation, si on a l'argent? Okay. Donc en fait, ce que je vais vous dire de manière assez, avec mes grands pieds, de manière assez grossière, c'est que dans cette approche-ci, une première chose, c'est qu'effectivement on décide d'action, mais ça vous le verrez par la suite. Normalement, j'espère que on sera capable de tous le faire. Des actions pour lesquelles finalement il faut quand même pas mal de conditions pour qu'elles se mettent en œuvre. Donc, c'est pas si évident que ça va se faire de manière aussi facile. Et donc, on aura besoin probablement d'aller plus loin après pour pouvoir comprendre finalement qu'est-ce qu'ils vont faire de ces actions. Donc se mettre en œuvre, ou est-ce que c'est vraiment l'action qui est la chose centrale, ou si c'est autre chose qui est centrale dans la compréhension du changement. Ça, c'est une première chose.
une deuxième chose qui est, mais ce n'est pas tout à fait dans votre cas, qui est classique quand on fait ce type de modèle-ci. Donc, je ne critique pas du tout votre travail, je critique la théorie du changement, en fait, c'est plutôt ça. C'est, je vous ai dit tantôt, le cadre logique est très linéaire. Finalement, ici, il y a ceci. Et finalement, les choses restent très avec des flèches qui, à la fin, vont plutôt dans ce sens-là. Hein, dans ce sens-là, éventuellement. Est-ce que là-dedans, il y a une éventuellement boucle de rétroaction ou pas dans votre schéma? Pardon, excusez-moi. Dans la trajectoire. Peut-être dans la trajectoire, c'est ça. Ok. Mais même, boucle de rétroaction, ça veut dire que la flèche va retourner vers l'arrière. Je pense que j'aurais pu les mettre, notamment au niveau de bien sûr des objectifs sur le long terme, mais notamment des objectifs à court terme, avec le lien de confiance et des services proactifs. Donc, si on sait que les services sont là quand on a besoin, quand on a besoin, on sait qu'on va prendre ces positions. Et ça va permettre de se faire ensuite vraiment concrètement planir le problème de santé, c'est vraiment que l'approche sera qui pourra effectuer la demande et que la demande va. C'est vrai que Je dis ça parce que la plupart du temps, quand on fait ces schémas-là, effectivement, on fait des schémas, on fait des flèches qui vont uniquement dans un sens, et finalement, on fait créer la logique du cadre logique. Et donc, c'est pas facile de trouver, est-ce qu'il y a vraiment des boucles de rétroaction, est-ce qu'elles ont du sens? Parce qu'on ne crée pas des boucles de rétroaction pour créer des boucles de rétroaction non plus. Mais c'est quelque chose qu'on va reprendre aussi par la suite, dans le module 5. La réunion interdisciplinaire, finalement, elle renforce le schéma de départ. C'est ça. Où on voit les soignants de première ligne, la communauté, les associations qui doivent communiquer entre elles. Forcément, avec la réunion, ça va devenir quelque chose de plus naturel. Donc, on peut se tourner de là. Tout à fait. Oui, c'est ça. Donc, il y a des choses qui vont se renforcer en boule de neige, mais en rétroaction. Ok. Non, sinon, ce qui est bien aussi dans ce schéma-ci, ok, il y a déjà beaucoup de flèches, dans mon schéma, il y avait encore plus de flèches, mais le but, c'est d'avoir quelque chose qui reste suffisamment compréhensible, qu'on puisse comprendre. Et donc ici, on peut comprendre ceci, je trouve. Est-ce qu'on s'en besoin à trouver un élément de contexte? Ah, est-ce qu'il y a un élément de contexte ici? Ça, c'est vrai, ça. Ça, c'est une très bonne question. Bon. C'est vrai que si on n'a pas vraiment. Oui, je dirais dans certaines zones géographiques où il y a des manques cruciaux de prestataires de première ligne. Ça pourrait être un élément de contexte. Alors après des généralistes. Oui, effectivement. C'est vrai que vous n'avez pas mis d'éléments de contexte dans l'option, c'est sûr. non, j'ai matché avec Paul. Comme moi, je n'ai pas mis d'éléments de contexte non plus, effectivement. Oui, tout à fait. Ok. Est-ce que vous vous sentez tous à même de faire une théorie de changement, de concevoir une théorie de changement? Donc en fait, l'intérêt, je me rends bien compte que ça va vite, effectivement, mais l'intérêt, c'est quand même, chaque fois que vous postez une vidéo, ben, c'est une vidéo qu'on peut discuter entre nous, ce qui peut, d'une certaine manière, vous aider à évoluer dans votre travail. Donc il ne faut pas avoir peur. Comment? Il faut se jeter dans l'eau, exactement. Se jeter dans la table. Bien. D'autres commentaires?
je vous laisse continuer, pour ceux qui veulent rester ici, pour avancer dans votre travail. Et donc, la semaine prochaine, module 3. Donc là, on va beaucoup plus se centrer sur ce qu'on appelle des mécanismes. Normalement, c'est déjà disponible. Bon. Oui, allez-y. S'il vous plaît. S'il vous plaît, 2 secondes. 2 secondes. J'avais encore une question qui est relative à la différence entre une situation simple et compliquée ou une situation complexe. Et donc, on avait défini qu'est-ce qu'une situation complexe. On avait donné différentes caractéristiques au module 1. Et en commençant le module 2, vous dites pour améliorer une situation problématique liée à un système complexe, il faut développer un processus de gouvernance adéquat. Ce processus est forcément un processus qui est capable de s'adapter au changement. Oui. Est-ce que ça sous-entend que d'office, un système complexe, il est sujet au changement? Et ce serait une caractéristique supplémentaire. Oui. Ok, je comprends, oui. C'est vrai que le changement n'est pas... Enfin, c'est juste. Le terme changement n'est peut-être pas le bon terme. Il évolue au cours du temps. Le système, je vais pouvoir... je dois pouvoir m'adapter à son évolution au cours du temps. Et une de ces évolutions au cours du temps, une des adaptations que je pourrais devoir faire, et moi qui ai travaillé dans des pays qui ne sont pas du tout de la même culture que la mienne, qui est quelque chose qui se passe classiquement, c'est que vous avez l'impression que rien ne change justement, alors que vous voudriez que tout change. Et donc, mais vous ne comprenez pas pourquoi rien ne change, parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans le, enfin, vous ne comprenez pas le système, justement. Et donc, en fait, la réponse, c'est pas tout le système va toujours changer, mais tout système évolue, et une des évolutions, c'est qu'il ne change pas, en fait. Tout système complexe. Tout système complexe. Oui, il y a des périodes où il ne changera pas, alors qu'on voudrait qu'il change. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et donc, un système simple n'est pas considéré comme évoluant. Mais la différence entre un système simple, c'est que l'évolution, ben, je peux la décrire de A à Z, je peux la prévoir. Un système complexe, je ne peux pas prévoir son changement ou son non-changement, en fait. Je peux juste le comprendre a fortiori, après que le changement soit survenu ou que le non-changement soit survenu. Et c'est vrai que le terme changement, dans la... c'est peut-être pas le bon terme. Ah, ok. Ok. Est-ce que vous avez tous le temps de regarder le MOOC? C'est bon? Il y a des soucis de connexion. Ah oui, d'accord. Il y en a qui sont arrivés Ah oui. On a eu d'ici là. Ah, d'accord. Il y en a combien qui viennent d'arriver? 1, 2. Patience, 3. 4. D'accord. Ok. Mais vous êtes pour le master santé globale, hein, c'est ça? Mais moi, je vous verrai de toute façon vendredi pour la session sur le TFE. À ce moment-là, on pourra voir les choses pratiques, si vous avez des difficultés pratiques éventuellement. Donc vendredi, on peut discuter de ça. Bien, on peut fermer la session pour cette fois-ci. Oui. Bon. Très bien, merci. Bonne après-midi. Et donc, on continue comme ça, on fait environ 2 heures. Si c'est moins de 2 heures, c'est moins de 2 heures, c'est plus que 2 heures, c'est plus que 2 heures. Bonne après-midi, à bientôt.